Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit le directeur de cabinet du maire depuis 2021, Clément Laberge. Salut Clément. Salut Denis. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier notre commanditaire aujourd'hui, Éducalois. Éducalois, qui est un organisme qui s'est donné comme mission de simplifier l'accès à l'information juridique, qui peut vous donner de l'information sur vos droits via educalois.qc.ca. C'est une source où vous allez pouvoir commencer. Vous avez une question sur le juridique, vous avez une question en termes de droits, sur vos droits. Commencez sur educalois.qc.ca. Vous allez avoir une piste pour pouvoir solutionner, répondre à vos questions et possiblement solutionner vos problèmes en la matière. Nous sommes engagés publics. Donc, c'est ça, premier épisode où je reçois Clément Laberge devant public. Bonjour tout le monde. On est au rendez-vous numérique 2026. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci de nous accueillir. J'adore faire des épisodes devant public. Merci Clément d'avoir accepté l'invitation. C'est pas banal. On va parler un peu de toi. On va faire un petit survol de ton parcours, mais un chef de cabinet qui accepte de faire une entrevue pendant son mandat, c'est rare. Qu'est-ce que tu fais là? Bien, j'en ai accepté 2, puis les 2, c'est avec toi. Il y a une partie de la réponse qui était dans la question. Donc, c'est quoi? Ben non, mais c'est parce qu'on en a fait avant. Parle dans le micro. On en a fait avant, on va dire, ma vie politique. Parce qu'avant d'être dans mon bureau à l'Hôtel de Ville, bien caché du matin au soir, j'étais dans le monde des technologies aussi. Donc, j'ai fait une vingtaine d'années dans différents rôles en entreprise, comme travailleur autonome, en micro-entreprise. Et puis, dans ce contexte-là, on s'était vus. J'ai participé à un des premiers, en tout cas dans les premiers épisodes des engagés publics. Puis après ça, j'ai disparu un temps. Puis tu me fais ressortir de temps en temps. C'est ça, tu reviens comme chef de cabinet, mais il y a quand même un risque, non? Moi, c'est ça ce bout-là de réflexion qui m'intéresse. C'est pas pour rien que les chefs de cabinet puis le personnel politique sort assez peu. C'est parce qu'on a un rôle qui est discret d'abord. Il y a bien des façons d'expliquer le rôle d'un chef de cabinet, mais en gros, c'est un rôle de facilitateur, de gérer le rythme où les choses se passent, de retarder des choses, d'en accélérer, de favoriser des décisions, de faire parler à des gens, mais c'est pas moi qui les prends, c'est pas moi qui a l'habilité de les défendre. Fait qu'en gros, on laisse les gens dont c'est le métier défendre le travail puis se mettre en valeur à travers tout ça. Je pense que c'est super intéressant. Puis je pense que les engagés publics est un bon médium pour ce genre d'entrevue-là, parce que c'est l'une des missions des engagés publics, c'est de montrer un peu l'envers du décor. Donc, je faisais un petit peu des blagues tantôt avec cet aspect-là, mais je pense que c'est justement dans ce contexte-là, il y a de quoi d'intéressant. Là, puis c'est pour ça que j'accepte, parce que c'est une occasion d'expliquer un peu le rôle de tour de contrôle. D'ailleurs, c'est un des éléments que je voulais mentionner d'entrée de jeu. Il y a plein de gens ici pendant les rendez-vous numériques qui sont des experts puis qui peuvent répondre à des questions très pointues sur les technos, puis leur utilisation, tout ça. Moi, c'est plus du tout, ça l'a déjà été, mais c'est plus du tout mon point de vue. Je suis un peu plus justement à plus haut niveau, puis je vois l'étendue des efforts qui sont faits, mais je ne suis plus du tout dans des décisions très précises. Ça serait les limites de l'exercice aujourd'hui. Mais donc, tu as un nouvel angle de vue, mais quand même ton passé où justement tu as quand même eu l'occasion de plonger puis de développer une maîtrise technique à travers ta carrière. Ça fait quand même quoi? Ça fait combien de temps que tu es sur le marché au moins du milieu numérique? Il y en a ici qui pourraient le savoir. Mettons, on va dire 96. Depuis 96. Donc, qu'est-ce que ça te permet? Qu'est-ce que ça amène, justement? Bon, là, oui, OK, tu nous amènes sur l'angle un peu plus stratégique, mais d'avoir pu avoir les mains dedans, ça permet quoi? C'est sûr que ça éclaire beaucoup de choses. Puis moi, d'abord dire, j'arrive avec une vision très positive de ce que les technologies toutes amènent dans une ville. Puis, pour moi, c'est très complémentaire parce que
à la base, pour que la démocratie et un système politique fonctionne, il faut que quand on va voter, ben, le vote qu'on fait soit suivi d'actions, puis qu'on voit que les engagements qui ont été pris sont faits. Puis aujourd'hui, c'est impossible de penser que les actions sont faites, puis vont dérouler, puis vont se faire rapidement si les technologies ne sont pas mises à contribution. Puis dans ce sens-là, pour moi, les technologies aujourd'hui sont à la base un rouage essentiel de la démocratie, puis les équipes qui y travaillent sont des acteurs discrets, méconnus, mais absolument essentiels à ce que les gens aient confiance dans la politique. Est-ce qu'on va parler de transformation numérique, mais écoute, je t'écoute, puis est-ce que le numérique est considéré comme un chantier transversal à part entière ou parallèle à toutes les autres, là, aux autres grands dossiers municipaux? Bien, les technologies servent dans tout. C'est transversal. C'est transversal, puis il y en a partout dans la gestion de la circulation, le traitement des eaux usées, les consultations publiques, la diffusion, puis souvent, c'est où on ne les voit pas qui ont un rôle particulièrement déterminant. Fait que les équipes qui travaillent au numérique à la Ville, ils sont impliqués dans toutes les missions de la Ville. Puis notre objectif n'est pas d'innover. Notre objectif, c'est de rendre les services qui sont attendus des citoyens dans une ville. Non, c'est ça. Mais c'est pas impossible. L'innovation comme fin. C'est ça. Mais c'est impossible de le faire aujourd'hui si on ne le fait pas avec les technologies. Puis il y a des nouveaux besoins qui apparaissent, c'est sûr. Après ça, il y a des attentes des gens par rapport aux services qu'on leur offre qui, eux autres aussi, vont bouger. Puis ça va nous amener à devoir innover et changer des façons de faire. Donc, c'est quoi l'intention quand on parle de transformation numérique à la Ville de Québec? Puis là, ça, c'est un bout sur lequel je t'invite à simplement me reprendre. Je sais que ta position... Est-ce que tu es un employé de la Ville? Juste pour démystifier ça pour les auditeurs. Comment ça fonctionne, ce rôle-là? Là, je reviens un peu au rôle, mais ça va m'aligner pour la suite des questions. Donc, si je te dis, par exemple, comment ça se passe à la Ville de Québec, toi, par rapport à l'administration, tu te situes comment, là, comme dans ton rôle? Bien, c'est du travail d'équipe. OK. Il y a la dimension administrative de la Ville, les employés de la Ville, les fonctionnaires de la Ville, eux autres ont un travail à faire, ils ont des priorités, ils ont des choses à rendre. Il y a la pérennité des infrastructures qui est assurée. Puis après ça, il y a les intentions politiques qui s'ajoutent, des équipes qui sont élues d'un mandat à l'autre. Ben oui, c'est ça. Puis, oui, on est en interface avec tout ça. Puis c'est là, je disais, des fois, c'est d'accélérer des choses, puis de dire, nous, comme équipe politique, on veut accélérer certaines choses. Puis là, il faut qu'on soit cohérent, puis il faut qu'on octroie des budgets à ça. Puis après ça, les équipes administratives voient avec leurs impératifs à eux comment ils font pour pouvoir accélérer ça. Un exemple de ça, puis Pierre-Luc, qui je ne vois pas où dans la salle. Il est là. Quelque part dans la salle. Je pense que ça fait 2 épisodes que je fais devant public où ce que Pierre-Luc est, je suis capable de le voir. Mais un des exemples de ça, c'est quand on est arrivé en 2021, on a fait une priorité d'ajouter de la télémétrie dans la gestion du matériel roulant, faciliter le déneigement, la gestion du stationnement et tout. On a fait une priorité, on a dit ça, on veut avancer. Bien, ça prend du temps après parce que les équipes villes doivent concrétiser cette intention-là. Mais ça, on a devancé quelque chose qui était prévu, qui allait arriver, mais on a dit on veut le faire plus vite que ce qui est prévu. Ça, c'est le genre de rôle que l'équipe politique joue puis que moi, j'incarne. Donc, le plan stratégique, la priorisation. Oui, c'est ça. Mais ça fonctionne bien si tout le monde joue son rôle. Si l'équipe politique, si le directeur de cabinet se met à se mêler de tout, on n'avance plus. Ça ne va pas. Il faut qu'on donne des orientations, après on fait confiance aux équipes de le réaliser, puis on échange après sur si ça se passe comme ça nous convient. Donc, quand on parle de transformation numérique à la Ville de Québec, puis comme je te disais, tu me reprends si... C'est quoi l'intention prioritaire? Tu parlais des priorités. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous dirige? Qu'est-ce qui vous oriente? Bien, en gros, ça revient toujours... À la Ville, là, les attentes des citoyens à l'égard d'une ville sont infinies. On ne s'invente pas des tâches. La question, c'est comment on fait pour répondre mieux, plus vite à la satisfaction des gens, sachant que, comme je le disais tantôt, il y a les besoins qui évoluent, puis il y a les attentes des gens qui évoluent. Puis là, c'est comment on fait pour aller dans ce sens-là. Des fois, on peut y répondre nous-mêmes. Des fois, ça va être en rendant disponible l'information pour outiller les gens puis qu'ils puissent s'en servir. Mais on est toujours dans une logique de répondre aux besoins, puis mieux, puis de donner plus d'informations sur ce qu'on fait. Moi, un des volets qui m'intéresse particulièrement, c'est,
puis c'est particulièrement vrai dans l'environnement médiatique de Québec, on a énormément de débats sur la ville, ce qu'elle fait, les choix qu'elle fait, comment il va. Le tramway. Le tramway en est un exemple, il y en aurait d'autres, mais... Je ne veux pas exciter le monde, là. pas un débat sur le... Mais en fait, la politique municipale, partout, c'est une politique de grande proximité. Fait que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on le sait super vite. Oui. Puis on le sait intensément. Dans cette dynamique-là, très, très intense, comment on fait pour se servir des technologies, des données qu'on peut rendre disponibles pour essayer d'organiser le débat public, puis de faire en sorte que les échanges, puis les débats, puis les désaccords, ils se font sur du vrai plutôt que de l'opinion. Puis ça, il y a tout un volet que je pense qu'on voit assez peu, qui est comment les technologies servent à préparer des consultations publiques, des séances d'information, des débats, en fournissant des chiffres, en fournissant des cartes, en illustrant des choses. Puis ça aide pour vrai. Puis il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent là, puis qui ont bien plus d'influence que le débat public quotidien qui se passe dans les médias, puis qui est Parce que ça l'oriente les discussions, au final, les priorités. Ben oui. Cette donnée-là que vous recueillez. Parce que je trouve ça intéressant, tu disais, des fois, c'est invisible, cet aspect-là, cet apport-là. On s'en rend pas toujours compte. Premièrement, on s'attend à ce que ça marche globalement, le numérique. Tu sais, quand ça ne marche pas, c'est là que c'est... Dans une ville, mettons, là, il y a de l'ordre de 300 activités de consultation et d'information publique par année. 300? 300. Il y en a qui se font juste en salle, il y en a qui se font seulement en ligne, il y en a qui se font hybrides. Tous ces contenus-là, sont préparés, sont documentés, sont mis en ligne, viennent nourrir tout ça, viennent nourrir les activités des conseils de quartier, des conseils d'arrondissement. Toute cette information-là, elle vient structurer les choses. Puis, des fois, c'est étonnant, on a l'impression qu'il y a juste des désaccords sur les sujets, mais il y a 2/3 des questions et des projets qui sont présentés dans des conseils d'arrondissement. Ils ont déjà une forme de consensus. Qui donnent lieu à une recommandation positive parce qu'on arrive à canaliser tout ça. Le 3-1, le service d'information de la ville, c'est 1000 appels par jour avec quelqu'un qui répond au bout, puis 700 demandes courriels qui sont toutes classées, organisées, documentées. Puis tous les sujets de tout ça sont rendus publics pour ceux qui veulent voir. Là. C'est vrai? Sur le site web. Tous ces appels-là sur toute l'année. Combien de gens ont demandé, ont fait une intervention sur des problèmes de poubelles dans tel secteur et tout. Tout est là, disponible. Les trottoirs aussi? Pour les dernières années, les trottoirs, tout. OK. Ça fait que rendre cette information disponible, c'est une façon de nourrir la confiance dans la démocratie et dans le fait que la politique sert à quelque chose. Mais vois-tu, ça, je pense que c'est un élément qui, on le fait en ce moment, on le communique, mais qui gagne à être plus connu parce que c'est ce que tu disais tantôt, tu dis c'est invisible. Puis on a l'impression, qu'au final, des fois, on est comme une source à générer de la donnée, mais qu'on ne voit jamais de quelle façon la donnée vient avoir un impact positif sur mon quotidien. Puis l'urbanisme, le municipal, on s'entend que c'est le niveau le plus proche du citoyen. C'est ça. Fait que tout ça, il faut que ça fonctionne. Puis quand on dit c'est quoi les préoccupations dans la ville, s'assurer que ça fonctionne, que le 3-1 fonctionne tout le temps, que le 9-1 fonctionne tout le temps, que quand on déménage le service 9-1 d'une place à l'autre, il n'y a pas de downtime, ça continue à fonctionner. Quand on remplace, je ne sais pas, ceux qui se souviennent, il y a 2 ans, 3 ans, on a changé le système de paiement des stationnements copilote dans toute la ville. Bien, c'est une opération en temps réel dans toute la ville, matériel, informatique et tout. Un bénéfice, là, on le voit. Puis ça fonctionne. Puis ce que les gens s'attendent, c'est pas que ce soit les feux d'artifice, c'est qu'ils ont un service de la ville, puis il faut qu'il fonctionne. Fait que c'est ça qui nous guide d'abord et avant tout. C'est drôle parce que hier, je voyais du Si on ne fait pas trop parler de nous autres, ça veut dire que ça va pas trop bien. Quand ça marche, c'est normal. C'est ça. Aussitôt qu'il y a de quoi qui ne va pas, là, vous l'entendez, comme tu disais, intensément. Très vite. Mais juste une mini-anecdote, puis je veux dire, c'est très concret, là, ça rend les choses super concrètes. Hier, j'ai regardé une pauvre personne essayer de payer son stationnement avec les bornes, puis je me disais, oh wow, tu sais. Fais-tu du bien de pouvoir avoir de quoi qui marche? Il faut avoir des solutions pour les gens qui ne sont pas capables. C'est ça, c'est je le sais, puis ça, c'est un autre chose. Puis ça, c'est intéressant, la fracture numérique, l'accessibilité. On a une obligation comme service public de réussir à rejoindre les gens aussi qui sont moins habiles ou qui ont des handicaps et tout. Puis ça, c'est toujours un équilibre pas facile à trouver. Quand on avance, est-ce qu'il faut qu'on garde l'autre système? Combien de temps? Est-ce qu'il faut trouver des alternatives? On ne peut pas toujours attendre d'avoir trouvé la solution pour 100% du monde avant d'avancer, sinon on ne ferait rien. Mais ça,
comme pouvoir public, c'est un défi qu'on a quand on aborde n'importe quelle question technologique. Fait que, offrir des services, mais aussi faire évoluer les équipes de la ville. Donc, toute cette transformation organisationnelle-là, cette transformation numérique-là, au point de vue humain, c'est abordé comment? Ça dépend des projets. Là. Les équipes villes, c'est beaucoup de monde. Là. Les gens qui travaillent aux technologies sont dans les 30 services de la ville. Fait que, il y a aussi des logiques. Le service des finances, le service de gestion des immeubles, les services de gestion des eaux, la mobilité, il y en a plein. Chaque service a aussi ses dynamiques. Fait que c'est une approche. C'est quelque chose dans lequel le politique a aussi un rôle d'encourager les choses. Après ça, ça se vit à l'intérieur des équipes administratives. Ça part d'un leadership. Oui. Puis moi, j'aime rappeler que la population, les citoyens, les médias, notre façon à nous autres de réagir au service d'une ville a aussi une influence sur sa capacité d'innover. Si chaque fois qu'il arrive quelque chose, pas tout à fait parfait, on tire à boulet rouge dessus, puis que le lendemain matin, on tire la conclusion que le projet est un échec, c'est sûr qu'on n'encourage pas ni les politiques à oser des choses, ni les équipes à tester des choses. Il faut que, comme citoyen, on accepte que si on veut des systèmes qui évoluent, si on veut des nouvelles réponses. Les premières versions qui permettent de s'améliorer. Puis la solution n'est pas toujours la même, mais pas d'indulgence, pas d'innovation. Il y a un politicien un jour qui m'a dit que l'imperfection était préférable au néant. J'ai entendu ça aussi. Tu as dû l'entendre. Souvent. Assez proche, assez... Puis innover, c'est faire des choix aussi. On ne peut pas toujours transporter tout. Il faut laisser des choses. Dans un environnement politique, dans un environnement municipal, pas toujours facile. Comme citoyen, on a aussi un rôle. On ne peut pas demander l'innovation puis demander qu'après ça, tout ce qu'on avait toujours reste tout le temps. Fait c'est un contrat, l'innovation puis les technologies entre les citoyens, les administrations, les politiques. On a cultivé les conditions ensemble. C'est un bateau qui peut être long à virer, tous ces aspects-là. Je parlais tantôt de gestion, du changement. C'est un élément important. Mais moi, un des éléments qui m'intrigue toujours, c'est comment naît le besoin d'innovation. Exemple, comment les besoins sont détectés et même, est-ce qu'une opportunité peut justifier un changement? À contrario, je comprends que c'est toujours relié à un besoin exprimé, mais par exemple, avec l'avènement dans une montée fulgurante, par exemple, de l'intelligence artificielle, est-ce que là, soudainement, on se dit, oh, attends un peu, on tient des bons leviers pour une forte période d'innovation? Je l'aime, ma question. C'est sûr qu'il y a de tout ça. Moi, ce que j'observe, là, je ne dirais pas que c'est une recette, puis si tu prends... On va prendre l'intelligence artificielle là, puis après ça, je vais revenir sur autre chose. Il faut qu'on l'explore pour essayer de trouver des nouveaux angles pour se pencher sur des problèmes qui nous donnaient des difficultés. Ce n'est pas toujours de mettre ça à l'avant-plan directement dans la relation qu'on a entre les citoyens et tout, mais ça peut quand même nous amener à voir les données qu'on a, le territoire qu'on a, de voir des nouvelles réalités, des nouvelles façons d'aborder des problèmes. Ça en est une façon. Poser un problème différemment, c'est déjà un petit peu se mettre sur la piste de. Fait que si l'intelligence artificielle peut nous aider à ça, tant mieux. Il faut qu'on y montre de l'intérêt, qu'on avance tranquillement. Moi, ce que j'observe pour l'instant, c'est que les innovations, ils peuvent arriver parce qu'on a un système à remplacer qui est arrivé au bout de sa vie utile. Puis là, ça nous amène à se poser des questions autrement. Ça peut aussi arriver parce que les attentes des citoyens ont changé. Il y a des choses que les citoyens acceptaient qu'ils acceptent moins pour toutes sortes de raisons. On va revenir au déneigement. Au déneigement, on a commencé par faire clignoter les feux par secteur. Et là, les gens, par secteur, ça ne va plus. Les gens ont compris qu'on devrait aujourd'hui être capable de le faire clignoter par petit secteur, par rue. Les gens, ils s'attendent que si la gratte est passée, ça soit possible de voir sur le téléphone qu'ils ont le droit de recommencer à stationner. Est-ce qu'on peut s'attendre à un truc comme ça? On s'en va vers là. T'es sérieux, je ne savais pas. On s'en va vers là parce que... Puis là, c'est un cas où c'est une attente qui évolue, puis l'attente évoluant, elle nous oblige de mettre en capacité de le faire.
ça prend du temps. Je l'ai dit, on a commencé il y a 4 ans. Il fallait avoir de la télémétrie, ramasser, etc. Fait que Ouais, là, dans c'est les ça. prochaines années, on va être capable de le présenter, le mettre à jour aux heures, aux 2 heures, aux 3 heures, on verra. Je parlais ce matin avec Michel Demorège, qui est ici dans la salle. Salut Michel, qui me parlait de l'apport de l'intelligence artificielle dans le cadre, entre autres, de ces stratégies de mobilité. Est-ce qu'on pourrait penser, mettons, on se projette, qu'on pourrait confier un plan d'urbanisme ou de mobilité carrément à l'intelligence artificielle avec la somme de données qu'on a déjà collectées et la capacité qu'elle a maintenant de trianguler tout ça? Moi, le confier, là, Ouais. impossible, parce que la démocratie suppose que ça fasse l'objet de Ouais. discussions, puis de débats, puis de consensus. Puis même si on arrivait au même résultat que ce qu'elle nous a dit à la fin, la démocratie repose sur le fait que le processus est là, puis les gens ont eu l'occasion d'en discuter. Ce qui n'empêche pas qu'elle puisse le nourrir, comme je disais tantôt, puis nous faire voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. La vision qu'on a d'un territoire, de l'aménagement d'une ville, ça prend des années à mettre à jour. On est dedans. Là. La ville travaille sur la mise à jour de son plan d'urbanisme et de mobilité. C'est 4 ans de travail, des centaines d'heures de consultation, des démarches sur toutes sortes de volets, la mobilité, l'aménagement, les parcs, etc. Les technologies, les données, ils vont nourrir abondamment tout ça, mais à la fin, ça va rester des choix humains puis qui vont avoir la qualité d'avoir fait l'objet de débat. Je me demande aussi si on présente souvent l'innovation comme étant une panacée ou une fin en soi, puis tu as déjà même réglé un peu ce point-là tantôt dans ton propos. Tu sais, on te connaît, il y a beaucoup de monde qui te connaît ici, je vais les faire rire. On te connaît comme étant un grand fan du statu quo. Oui, Hein? bien sûr. Mais y a-t-il des moments dans la vie, pour ceux qui suivent à la maison, là, vous avez compris qu'il y a un gag là-dedans, Clément n'est pas connu pour ses positions sur le statu quo, mais y a-t-il des moments où le statu quo devient une décision, une orientation acceptable dans un contexte de développement? Bien, moi, je le présente autrement, c'est que c'est des choix, on ne peut pas tout faire. Puis ça, c'est vrai n'importe où. C'est vrai dans une ville comme c'est vrai ailleurs. Puisque je ne peux pas tout faire, il faut que je fasse des choix. Puis il faut que je fasse le choix de ce sur quoi je mets des ressources, puis ce sur quoi je n'en mettrai pas. Donc, il y a forcément des sujets sur lesquels, dans l'idéal, on aimerait ça innover, changer des choses. Puis on ne le fera pas, parce qu'il y a d'autres choses qui doivent passer avant. Moi, la distinction que je fais, c'est ne pas faire quelque chose, ça peut être un bon choix, si c'est un vrai choix, que c'est pas par paresse puis parce qu'on n'a pas voulu le regarder. C'est ça. OK, voilà. C'est le choix de ne pas faire ça parce qu'on va faire d'autres choses. Puis, si c'est le statu quo motivé par la peur, là, t'embarques moins. Oui, ou parce que tu t'es pas donné l'effort de regarder s'il y avait quelque chose à faire ou pas. Puis ça, moi, c'est quelque chose que je pense qu'on mériterait, dans toutes sortes d'organisations, d'exprimer plus clairement. C'est pas par négligence que je ferai pas ça, c'est parce que je priorise de faire ceci. Puis après ça, les gens peuvent être d'accord ou pas avec le choix, mais au moins ils comprennent pourquoi j'ai mis les ressources sur, je sais pas, la télémétrie plutôt que de refaire une partie d'un site web ou autre chose. On a vécu dans les dernières années des histoires d'horreur en développement numérique au Québec. Dans les villes? J'ai-tu besoin? Moi, c'est intéressant. Oui. Il pose la question juste pour... Oui. Je me sûr que tout le monde l'a pogné. Ça a provoqué un peu. Il dit dans les villes... Non, là, je ne parlais pas nécessairement. Je n'ai pas parlé juste de Québec. Mais il y a des histoires de coffres-forts virtuels. Là, oui, aussi. Oui. Mais ce n'est pas de ça que je parlais. Moi, je parlais de SACLIC, évidemment. Puis la peur que j'ai face à ce genre d'expérience-là, qui finalement est chaude tout le monde, c'est que justement, à un moment donné, le statu quo devienne un repère pour ne plus se tromper. Est-ce que politiquement, en ce moment, c'est pas très sexy le numérique? De dire hey, on va faire un beau grand chantier numérique. On dirait que le politique a peur de ça. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Je ne sais pas. Nous autres, la question ne s'est pas posée comme ça. Là. Je l'ai dit tantôt, on essaie de répondre aux besoins, d'évoluer sur des besoins précis. Fait qu'on n'est peut-être pas dans le même genre de chantier. Je faisais une semi-blague sur le municipal. Le municipal, je le disais tantôt, c'est de la politique de très grande proximité. Pour plein de raisons. D'abord, c'est la ville, mais l'organisation municipale fait qu'à chaque conseil municipal, à Québec, c'est aux 2 semaines,
il y a des citoyens dans la salle qui vont s'adresser aux citoyens directement. Il faut réaliser par rapport à l'Assemblée nationale ou au Parlement d'Ottawa, on n'est pas dans le même rapport à la démocratie du tout. Puis là, je parle juste du conseil municipal. Je rappelle, 300 séances de consultation par année. Le soir, les citoyens sont là. Il y a des échanges et tout. Il y a plein d'exigences à ça. Il y en a qui n'aiment pas ce genre de politique-là parce que on est toujours à une distance de claque, comme disaient certains. Mais ça a aussi la qualité de nous garder très, très proches de la réponse aux besoins. On ne peut pas s'en éloigner beaucoup. Puis dans une ville comme Québec, où on a en plus une presse super présente, intéressée par la chose municipale, on ne s'écarterait pas très longtemps avant de se faire ramener à l'ordre. Donc, c'est vrai. C'est un avantage. C'est exigeant pour nous, mais c'est un avantage. OK. En fait, moi, ce que je cherchais à savoir, c'est que ça se peut-tu en ce moment? Puis c'est là que c'est... On ne se sent pas empêché par ça. Parfait, parce que c'est ce que je cherche à comprendre en ce moment, parce que dans l'industrie, c'est des choses qu'on entend, que c'est difficile actuellement, que les grands donneurs d'ouvrages ont ralenti. Puis des fois, je me demande, est-ce que c'est motivé par une peur politique? Moi, je ne sens pas ça. Je pense que tu ne peux pas répondre dans l'absolu. Non, mais ta réponse sans hésitation, je ne sens pas qu'on est contraint par ça. Super. C'est qui apporte réellement l'innovation dans une ville? Tantôt, tu en as parlé, tu dis, moi, en essayant quand je t'ai posé des questions sur ton rôle, là, tu es rentré dans il y a l'administratif, il y a le politique. Comment ça travaille ensemble, justement, quand vient le temps de porter l'innovation? Est-ce que c'est l'administratif qui porte le truc? C'est pas un ou l'autre. Ça dépend des cas. Il y a souvent des cas où on se fait proposer des choses par les équipes villes. Des fois, c'est nous autres qui amènent des choses. Des fois, c'est les citoyens qui l'amènent puis on répond. C'est un travail d'équipe. Puis encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement du municipal, c'est qu'on est d'une part proche, les équipes, le conseil municipal et tout. Il y a beaucoup de débats. Puis les sujets sur lesquels on travaille permettent qu'on voit des résultats assez rapidement. Il y a des projets sur lesquels on peut vivre une itération, 2 itérations à l'intérieur d'un mandat. C'est quand même fantastique. C'est très, très rare dans un mandat au gouvernement du Québec ou ailleurs. C'est vrai qu'on voit les résultats. Des choses, voir les résultats. Dans les, ça, c'est vrai en technologie, c'est vrai dans autre chose aussi. On peut tester des choses, revenir, recorriger. Ça, c'est vraiment intéressant. Je me demande aussi, en préparant ça, je me disais, c'est quoi le rôle d'une ville comme en termes de leadership en innovation? Puis là, c'est vraiment une question de leadership. Puis ça revient aussi un peu à la notion de statu quo. Est-ce qu'il y en a un rôle des municipalités de prendre un leadership en innovation ou c'est plutôt l'inverse, d'être un bon gestionnaire prudent? Je ne suis pas sûr qu'il y a une contradiction entre les deux. Notre premier besoin, c'est de répondre je reviens à ça toujours, c'est de répondre aux besoins qui sont exprimés, puis ils sont nombreux. Les gens veulent que quand ils demandent un permis, ça aille le plus vite possible. Ils veulent que quand ils achètent une maison, ça soit le plus vite possible. Ils veulent recevoir le plus d'informations possible. Ils veulent que les informations qu'ils reçoivent soient géolocalisées. Donc, il faut qu'on fasse ça. Mais c'est par rapport au marché. C'est par rapport au marché, c'est que c'est pas. Je me demande à savoir, est-ce que la ville n'a pas meilleur les municipalités, puis je parle pas nécessairement pour Québec, là, c'est une discussion plus méta qu'on a, c'est à savoir, est-ce que les villes n'ont pas plutôt intérêt à laisser les autres organisations tester des nouvelles technologies, des éléments d'innovation, ou plutôt de justement prendre cette espèce de leadership-là puis de tester. Tu sais, à un moment donné, ça reste de l'argent public, ça reste des impacts concrets sur la vie des gens, puis je trouve qu'il y a un dilemme intéressant là-dedans. Moi, au niveau où je suis, non, mais peut-être que ça se vit autrement dans d'autres couches d'organisation. Moi, je ne sens pas qu'on est dans une posture philosophique par rapport à ça. On est dans une posture où on a probablement plus de règles, puis de contraintes, puis de normes de gestion, de droits d'accès, etc., qui font qu'on n'est probablement pas les mieux placés pour faire, on va dire, de l'innovation de pointe, puis des choix un peu cow-boy. On est sûrement plus dans des choses un peu plus lentes, un peu plus évolutives. Je pense qu'on est plus dans une logique de faire des changements incrémentaux longtemps que de faire des
des grands changements, mais je pense qu'on est dans une gestion de l'opportunité là-dessus, plus que dans une question de dire on veut être en avant ou on veut être en arrière. Est-ce que ça aurait lieu d'être, ce genre d'objectif-là? Peut-être. Moi, Y a-t-il une compétition entre les villes? Nous autres, c'est important. On l'entend d'ailleurs, cet aspect-là. On veut être une ville innovante. Même, je pense qu'il doit exister des concours. Là, Québec, ville innovante, des trucs comme ça. Ça m'intrigue, ces affaires-là. Moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de garder un rapport très positif puis optimiste sur ce que les technologies peuvent nous amener comme un moyen indispensable de répondre à nos besoins. Puis là, après ça, dans chacun des cas, c'est de trouver la façon de le faire. Puis à défaut, je pense qu'il faut qu'on parte sur l'hypothèse que plus on partage les données qu'on a, sur toutes sortes de formats, puis pas toujours idéaux, mais quand on rend les données disponibles, je parlais des données du 3.1, il n'y avait pas nécessairement d'idée précise d'à quoi ça pouvait servir. On les rend disponibles. Si vous prenez le temps de faire le tour du site de la ville, c'est fou sur les cartes interactives et tout, la quantité de données qui existent, les documents, toutes les décisions dans une ville sont là. On part du pari, rendons tout disponible le plus possible dans des formats qui ont de l'allure. Puis ça aussi, ça va nourrir la capacité des gens de nous interpeller pour faire mieux, pour faire plus. Puis ça va peut-être être un meilleur guide que... Alimenter les startups. Ouais. Mais il faut qu'on continue à voir ça comme des opportunités puis des choses, des outils positifs plutôt que comme des menaces puis des risques pour nous autres. Ouais. Si on fait déjà ça, je pense qu'on fait déjà un bout du travail. Ouais. C'est quoi l'enjeu central? Est-ce que c'est la technologie ou de garder la confiance? Bien, dans une dynamique démocratique, la confiance, c'est toujours prioritaire. La démocratie ne fonctionne pas si on n'a pas confiance. Je sais qu'il y a des gens qui voient des risques dans certaines utilisations des technologies sur la confiance qu'on a dans l'information, dans son utilisation. Moi, je pense qu'il y a tellement plus d'avantages, mais c'est à nous autres de le mettre en avant. Puis tu avais raison de le dire tantôt. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, les moyens qu'on déploie pour que les données, les technologies viennent nourrir la confiance qu'on a dans les décisions que les élus prennent, dans les choix que les administrations prennent. Puis si on le faisait plus, peut-être qu'on s'éviterait beaucoup de oui, parce que même quand ça ne fait pas notre affaire, ben quand on comprend, ça veut dire que c'est moins pire. C'est ça. Écoute, je regarde les restes 16 minutes, puis je vais peut-être prendre des questions, mais je ne veux pas que ça se transforme en séance municipale non plus, mais ça pourrait être le fun. Est-ce que vous aimeriez ça, poser des questions? Y a-t-il? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer tout simplement. Ça, on a pas mal couvert ce bout-là, sur ces aspects-là, parce que je me rends compte que tout ça vient beaucoup se croiser sur les... C'est moi, un des éléments, oui. Denis, c'est... On ne peut pas voir... Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est dans une ville puis nulle part ailleurs, on ne peut pas voir les technologies comme quelque chose d'accessoire. La démocratie ne peut pas fonctionner sans l'apport des technologies puis de ce qui nous amène comme données puis outils d'interaction. C'est pas accessoire, c'est pas à côté, puis c'est pas cliché de dire c'est des services... Les TI sont au service des autres départements, des autres unités de la ville. Elles sont au cœur même du processus puis du fait qu'on a confiance dans nos institutions. Puis dans la capacité de livrer des services. Aujourd'hui, sans les technologies, on n'arrive pas à le faire, que ce soit les poubelles ou le traitement des eaux. Ça, il faut qu'on se le redise, c'est pas à côté, c'est au cœur de. Tu as fait état, merci de le préciser, ce point-là, pendant que je regardais mes questions, mais c'est un super bon point. Tantôt, tu as fait état un peu de la fracture numérique, mais surtout de l'accessibilité. Comment vous, à la Ville, vous faites justement pour ne pas laisser personne derrière de ce côté-là? Bien, est-ce qu'on laisse personne derrière? C'est déjà une bonne question. Présomptueux. Encore une fois, sur ça, il faut qu'on accepte que dans une structure démocratique, on a plus d'exigences que dans d'autres contextes. Donc, il faut qu'on accepte qu'on laisse survivre longtemps des systèmes parallèles où on continue de soutenir, où on compte sur le fait que le 3.1 va pouvoir compléter des choses. Fait que ça, je pense qu'on le fait. Puis après ça, il y a des choix qu'on fait sur lesquels on doit s'ajuster. Il y a de l'information qu'on avait
On avait réduit le nombre d'impressions du bulletin municipal en se disant tout le monde va le chercher en ligne. On a corrigé pour en ramener un peu. On essaie de trouver des façons différentes de rejoindre les gens dans des RPA parce que les personnes âgées ont plus de difficultés, mais c'est une bataille de tous les instants, c'est sûr. Y a-tu des responsables qui sont consacrés à cet aspect-là? Ça fait partie de la réflexion des différents services, mais je ne prétendrai pas qu'on est impeccable là-dessus. Ouais. C'est un travail de toujours, puis ça va continuer à l'être. Bien, écoute, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 10 minutes. Oui, il y a des questions. Monsieur, on va commencer avec monsieur, après ça, on va aller avec Mme Guérette. On vous écoute, monsieur. Soit je répète la question pour le bien de l'enregistrement, ou soit vous prenez le micro. Ce qui serait bien, c'est que vous preniez le micro, parce que cet épisode-là va se retrouver. Il y en a un ici, mais je peux passer avec l'autre, si vous voulez. Moi, je sais que n'importe quel me convient. Là. Il n'y a pas de... Sinon, je peux simplement répéter la question aussi pour le bien de l'enregistrement. Ça va être meilleur pour ton show. Oui. Là. Merci. Pouvez-vous commencer par vous présenter? Oui, Stéphane Roche, moi je suis professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup pour cette discussion. J'avais une question, Clément, pour toi. On se rend compte quand même que de plus en plus, la technologie est utilisée pour optimiser des manières de faire et pour maintenir des statu quo, justement. Tu en penses quoi et comment vous réagissez ou vous agissez face à ça? Écoute, encore une fois, il y aurait des cas différents, je pense. C'est quelque chose auquel il faut être attentif. Je pense que parfois, c'est guidé par l'incapacité qu'on a de tout faire puis les ressources additionnelles qui sont requises quand on veut transformer en profondeur plutôt que optimiser ou améliorer les choses. Je pense que c'est quelque chose auquel on doit être attentif là. En même temps, on ne peut pas tout changer. Puis je reviens sur le défi du municipal où on est vraiment toujours sur du service de première ligne. Donc, je n'ai pas de réponse très précise. Sinon, pour dire que de la même façon qu'on essaye, je pense, à la Ville de garder toujours une vision positive sur ce que les technologies peuvent nous apporter, ça, c'est une question qu'on doit garder en tête aussi. Est-ce que c'est un combat au quotidien, ça, de s'assurer que les équipes restent stimulées, justement? Ouais. Non, je pense que les équipes sont stimulées par les défis qu'ils ont. Il y a plusieurs équipes de la Ville qui sont venues, oui, tout à fait, qui sont venues présenter là. Tu as évoqué la mobilité. Les équipes mobilité étaient là aussi ce matin. Il y avait le service d'évaluation qui était là hier. Tout le monde y trouve des sources. Moi, je pense que même si les échos médiatiques donnent l'impression que les citoyens sont impatients ou intransigeants, je pense que globalement, les citoyens sont assez... les gens acceptent si les choses ne sont pas correctes du premier coup, si ils voient qu'on les corrige rapidement. Je pense qu'ils acceptent aussi qu'on puisse être en retard sur leurs attentes ou ce qui se passe ailleurs s'ils voient qu'on y travaille. Là où je pense que les gens sont intransigeants avec raison, puis ça va compléter un peu sur c'est s'ils ont l'impression qu'on ne travaille pas au bon problème. S'ils ont l'impression qu'on travaille à quelque chose qui n'est pas dans les réponses aux besoins qu'ils attendent de la Ville, là, ils ont raison de juger qu'on détourne des ressources d'autres choses. Mais je pense que c'est plus ça notre question quotidienne, c'est est-ce qu'on travaille vraiment sur les besoins Les bonnes priorités. Les priorités des citoyens. Les citoyens acceptent après ça qu'une institution peut avoir des contraintes puis devoir faire des choix. C'est beaucoup ça le travail qu'on voit chez les politiciens, d'expliquer, réexpliquer. À un moment donné, c'est que j'ai l'impression que c'est... Les jours. Ouais, c'est un point important. Mon téléphone sonne. Bravo. C'est Micha Horswill. La Ville est merveilleuse. Je réponds dessus. Je réponds... Non. Ça serait fou. Quel concept de podcast? Elle a une question pour Clément. On va prendre la question de Mme Guérette. Mme Guérette, je vais quand même vous demander de vous... Mme Guérette aussi s'est rendue une grande fan des engagés publics. Ça fait 2 épisodes devant public qu'on fait puis que je l'ai avec nous dans les premières lignes. Donc, présentez-vous pour le bien de ceux qui ne vous connaissent pas, puis après ça, on va écouter votre question. Parfait. Donc, mon nom est Anne Guérette. Je suis une citoyenne engagée et une architecte. Je suis donc engagée dans ma ville démocratique depuis plus de 25 ans. Alors, Monsieur Laberge, j'ai une question pour vous.
par rapport à la technologie, justement, puis le dossier du tramway. Donc, si je vous dis qu'il existe des technologies sur roue, tout aussi confortables, tout aussi capacitaires qu'un tramway, qui peuvent se tasser en cas de bris pour ne pas paralyser la colonne vertébrale ou le réseau principal. Sans chauffeur, en site dédié, donc aucun problème d'accident. Je pose une question. Non, s'il vous plaît, tout le monde. On est en démocratie ici? On vous écoute. Alors, mettons que je vous dis qu'il existe des technologies de tout ce que je viens de dire tantôt, puis qui en même temps, justement, permettent d'éviter la dalle, les fils, les démolitions, les pelles mécaniques, les 495 000 tonnes de béton, etc. Donc, pour moi, le tramway actuel, c'est une technologie archaïque, désuète, déjà dépassée. On l'a compris, Mme Guérette. Si je vous demanderai de poser votre question. Ma question, c'est... si je vous explique tout ça, pourquoi vous faites le choix de la vieille technologie et est-il trop tard pour faire le choix du futur, pour vrai, pour la Ville de Québec? OK. La question, donc, si on convient que ce que Mme Guérette nous dit, c'est la réalité, pourquoi on reste accroché à une vieille technologie? Est-ce le cas? Alors, je vais commencer par dire que cette question-là ou ces questions-là ont fait l'objet de nombreuses séances qui sont toutes archivées. Je parlais tout à l'heure des séances publiques qui sont archivées, des documents qui sont là. On peut être d'accord ou pas avec un choix, mais l'ensemble des réponses à ces questions-là, associées aux contraintes qui sont données à la Ville pour le faire, apportent les réponses à ça. Je ne sais pas la quantité de documents qu'il y a sur le tramway, sur les consultations publiques, sur les contraintes, les explications. Est-ce que c'est public? Tout est public. Ouais. Tout est public. Voilà. Puis sinon, je vais de toute façon renvoyer au fait que, je l'ai dit d'entrée de jeu, mon rôle à moi n'est pas de répondre aux choix politiques qui ont été faits, défendus en salle du conseil municipal et expliqués à de nombreuses reprises. C'est pas toi qui as choisi. Ben non. Ben merci. De toute façon, vous aurez l'occasion de poursuivre la discussion. C'est très question? drôle. Je disais tantôt que je voulais pas que ça se transforme en conseil municipal, puis là, avec on commence déjà à se tirailler dans la salle. Il reste du temps. C'est le fun. Moi, j'aime ça. Oui, en tout cas, merci. C'est rare qu'on voit un homme aussi puissant sur la place. Là, je vais l'accoter. On va faire un extrait. Excuse, Clément. Moi, j'ai juste une question. C'est une observation. Vous êtes dans les médias sociaux, donc je pense que ça peut être l'innovation aussi. Et ma question, c'est quel est l'équilibre? Parce que quand je regarde les gens vieux, disons de 40 ans et plus, quand ils voient les sorties du maire sur les médias sociaux, il y en a qui sont un peu... qui ne sont pas contents, qui critiquent, mais il y a des jeunes de 20 ans et moins qui trouvent que c'est le fun, que c'est accessible. Alors, comment vous équilibrez tout ça, mais... si ça fait partie de l'innovation. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter par contre? Irénée, chroniqueur politique. Parfait. Alors, encore une fois, là-dessus, moi, mon angle, mais là, c'est mon angle personnel, mais ça témoigne quand même de la façon dont on travaille avec les élus, avec les équipes de communication et tout. Il faut qu'on stimule la participation à la démocratie. Fait qu'on réussit... On accepte d'entrée de jeu qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais il faut qu'on réussisse à aller rejoindre des gens. Puis je pense que c'est un défi qui dépasse beaucoup la question du maire lui-même, des élus. Je pense que c'est une question que le monde politique doit se poser. Si on veut que la démocratie fonctionne, perdure, que les gens aient confiance, il faut qu'on réussisse à rejoindre des gens de toutes les générations, mais aussi de tous les milieux sociodémographiques. Les médias sociaux sont forcément un moyen de le faire. Après, c'est un défi qui est difficile, sur lequel on ne peut pas avoir 100%. On va en échapper de temps à autre. Je continue de penser aujourd'hui qu'on est sur une... on fait globalement les bons choix, mais il faut se re-questionner. Puis chaque fois qu'il y a des occasions de se re-questionner là-dessus, sur la façon dont on le fait, il faut continuer à le faire. Merci beaucoup. Donc, ben voilà, c'est ce qui conclut. Il n'y a plus d'autres questions. J'aimerais ça qu'on
souligne quand même l'événement. Dans le sens où, comme je disais, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Exactement. C'est important de le faire de temps en temps. Exactement. Puis pour ça, moi, je te remercie personnellement de venir le faire aux engagés publics, puis de te prêter au jeu. C'est pas un exercice facile, puis je pense qu'on peut le reconnaître. Moi, je voudrais juste, en terminant, remercier. Puis dans la préparation de ça, j'ai parlé avec Raymond Poirier, qui est l'élu responsable de ça. J'ai reparlé avec Pierre-Luc, avec les équipes de la direction des TI à la ville, les gens dans certains services. Ces gens-là font un travail qui est invisible. Quand on entend parler d'eux, des fois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché comme on voulait. Il y a un épisode des engagés publics avec Pierre-Luc Lachance. Vous pouvez aller voir ça à la maison. C'est disponible sur... Mais les équipes des TI font un travail qui est, je le redis, indispensable à la livraison de tous les services de la ville. Là où, si quelque chose fonctionne bien, ils y sont pour quelque chose. Fait qu'il faut saluer ce travail de l'ombre-là. Moi, je suis dans l'ombre, mais eux autres le sont encore plus. Il faut le souligner. Ben voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode pour cette semaine, un épisode devant public. Tant ça, je demandais aux gens tantôt, applaudissez. On est devant public au rendez-vous numérique. Je m'appelle Denis Martel. Merci, Denis. Merci Clément Laberge. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Merci à vous à la maison d'avoir écouté l'épisode. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro et on se retrouve pour un prochain épisode.